Donc, bonsoir à tous. Moi, c'est Nathalie de l'île Maurice. Je suis aussi membre de Résistance Alternative. Et ce soir, je vais vous parler un petit peu de la situation du Covid à l'île Maurice. Et puis aussi de la situation sociale et économique qui l'accompagne. Donc, pour un rapide état des lieux, donc à Maurice, nous avons eu nos premiers cas le 18 mars et à ce jour, donc, nous avons 324 cas déclarés, dont 65 guéris et malheureusement 9 décès. Cependant, au-delà de ces indicateurs, il est important d'avoir une plus il y a aussi la crise sociale et économique qui va de pair et aussi la réponse des autorités. Donc, la situation sanitaire par rapport au Covid. Pour commencer, il est bon de préciser qu'à l'île Maurice, nous avons donc l'État-providence, donc le système de santé est donc gratuit pour les citoyens mauriciens. Et il est quand même ironique de penser que dans le passé, il y a eu des tentatives, des pressions pour que le système de santé soit privatisé. Heureusement qu'il y a eu une résistance assez forte contre ça. Et aujourd'hui, c'est quand même une chance que nous pouvons bénéficier de ça. Surtout quand nous voyons des pays comme les États-Unis où ce n'est pas forcément le cas. Pour moi, personnellement, qui ai travaillé en collaboration dans le passé avec le ministère de la Santé, personnellement, je pense que le ministère de la Santé arrive à ce stade. Il gère plutôt bien la situation. Euh, Connaissant le ministère, c'est un ministère qui peut être administrativement très lourd et les prises de décision peuvent être très lourdes. Donc là, ce que nous voyons, c'est un ministère de la Santé vraiment qui agit vite, qui prend les décisions vite et c'est tant mieux. Ceci dit, le pays dispose d'environ 4500 lits. Je veux dire les hôpitaux. Les hôpitaux et les cliniques privées ont à peu près 4500 lits. À ce stade, ce n'est pas très clair combien de lits seront attribués au Covid et j'imagine que c'est dynamique, que ça va changer au fil de l'épidémie. Et ce n'est pas très clair à partir de combien de cas notre système de santé sera submergé. Mais je pense que si le ministère a su bien gérer à ce stade, c'est aussi parce que le nombre de cas est encore relativement bas. Et si demain nous nous retrouvons à 2000 ou 3000 cas, c'est clair que nous n'aurons pas les ressources nécessaires pour gérer cela. Donc voilà, la réponse du ministère de la Santé à ce stade est plutôt satisfaisante à mes yeux. Ceci dit, il y a quand même un nombre de tests qui est au-dessous des besoins. De ce que je comprends, la demande pour l'achat des tests sur le marché international, c'est assez compliqué et les pays qui ont les moyens arrivent à payer plus cher pour avoir accès à ces tests. Mais bon, à ce stade, je sais que le pays en a commandé, il me semble, il faudra que ces tests puissent être augmentés. Je sais aussi que une clinique du secteur privé a aussi été
est aussi maintenant aujourd'hui mandaté pour effectuer les dépistages au Covid. Donc, comme dans la majorité des pays, nous sommes en confinement et nous l'avons été à partir des premiers cas, donc depuis le 18 mars. Et donc, pour moi, si la réponse du ministère de la Santé est plutôt OK à ce stade, ce qui a été un peu moins bien géré, voire bien moins géré à mes yeux, c'est vraiment les différentes étapes du confinement. Et comment d'un jour à l'autre, le confinement, on est passé d'un confinement à un confinement à la dure, sans préparation, etc., etc., où le ravitaillement en nourriture a été impossible et où les inégalités sociales ont été mises en lumière. Donc, au tout premier jour du confinement, à Maurice, on s'est réveillé avec des sirènes de police qui ont commencé à résonner à partir de 6 heures le matin. Il y a eu aussi des cas de violence de la part de la police où des membres de la police filmaient toutes les scènes et partageaient ça gratuitement sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment eu au tout début du confinement un peu une espèce d'état policier qui s'est mis sur pied. Peut-être que le but du gouvernement était un peu d'installer un climat de peur. Mais heureusement qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaints de cette manière de faire et depuis, la force policière s'est bien calmée. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que dans pas mal de pays en voie de développement, il y a eu aussi une réponse militaire qui a accompagné le confinement. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud, pas loin de l'île Maurice, où vraiment ils ont déployé l'artillerie lourde à partir du début du confinement. Donc, de retour à Maurice, après le confinement, après quelques jours, on nous annonce la fermeture totale des supermarchés. Donc, du coup, on se retrouve sans aucun moyen et sans aucune préparation à avoir accès à la nourriture. Donc, avec ça, le ministère met sur pied un système de paniers alimentaires pour distribuer aux gens, aux plus démunis qui se trouvent sur un registre social qui était déjà existant. Ceci dit, beaucoup de personnes faisant partie de l'économie informelle, parce que je reviendrai sur l'économie formelle juste après, mais ceux qui font partie de l'économie informelle, donc qui travaillent parfois à la journée, qui se font payer en fin de journée, voire toutes les quinzaines, donc et du coup, avec le confinement, qui se retrouvent sans travail, donc sans revenus, mais qui ne figurent pas sur le registre social parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Donc, cette partie de la population se retrouve donc du jour au lendemain dans une situation très précaire, ne bénéficiant ni de revenus, ni de paniers alimentaires distribués par l'État. En parallèle, le gouvernement vient avec des mesures sociales et il faut dire que ces mesures sont aussi venues en phase. Donc, la première phase était quand même était quand même quasiment exclusivement dédié au secteur privé, donc pour le maintien des emplois. Certes, c'est très louable qu'il y ait eu des fonds qui aient été mis à la disposition des entreprises pour sauver les emplois, mais bon, il n'y a quand même eu aucun ciblage et des entreprises qui font des profits par milliards ont bénéficié de cette aide aussi bien que des petites entreprises avec des profits plus modestes.
Ensuite, ça c'est par rapport aux entreprises et pour les individus, le gouvernement a aussi mis sur pied donc des facilités par rapport au pré-logement, donc un moratoire pour les gens qui ont un pré-logement. Donc, enfin, ce que ça laisse un peu deviner, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir un pré-logement. Donc, il semblait au début que ce soutien était quand même un peu plus ciblé vers la classe moyenne élevée, on va dire la petite bourgeoisie, entre parenthèses, ceux qui ont les moyens d'avoir un pré-logement. Mais cependant, les Mauriciens, beaucoup de Mauriciens sont endettés. Ceux qui sont plus au bas de l'échelle, même s'ils n'ont pas des prêts logements, ils ont quand même d'autres prêts bancaires. Ils achètent, ils sont quand même. Il y a aussi beaucoup d'achats à crédit. Il y a des prêts voitures. Enfin, il y a différents types de prêts. Et aujourd'hui, même si ceux qui bénéficient de pré-logement peuvent bénéficier d'un moratoire, les autres qui ont quand même des prêts et qui doivent rembourser à la fin du mois se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils n'ont pas de revenus et où ils ont quand même ces dettes récurrentes qui se présentent à la fin du mois. Donc, voilà. Mais il faut dire que dans un deuxième temps, et ça aussi, il y a eu quand même pression, dans un deuxième temps, le ministère des Finances est venu avec une facilité donc pour ceux travaillant dans le secteur informel afin qu'ils puissent bénéficier de la moitié du salaire minimum. Certes, ce n'est pas grand-chose, mais c'était quand même une chose qui a été déployée pour cette frange spécifique de la population. Ça c'est un petit peu en gros les mesures qui ont été prises. Mais ce qui a été intéressant de constater, c'est vraiment la solidarité des Mauriciens. Parce que quand nous avons des catastrophes naturelles, des cyclones, des inondations, etc., on voit qu'il y a toujours beaucoup de solidarité entre les Mauriciens. Ce qui est dommage, c'est que cet état d'esprit a tendance un petit peu à se perdre avec le système capitaliste, mais avec la crise du Covid, on a vu cette solidarité refaire surface, les Mauriciens s'entraider entre voisins, les Mauriciens contribuer dans des fonds qui ont été mis sur pied pour venir en aide aux plus démunis. Et il a été aussi intéressant de constater que les Mauriciens ont commencé à se poser des questions sur l'importance de planter, ne serait-ce qu'à petite échelle, chez eux. Parce que rappelons-le, l'île Maurice est quand même un pays qui importe plus de 70% de ses denrées alimentaires. Donc, ça m'amène à parler maintenant des services essentiels. Donc, au début du confinement, il y avait très peu de secteurs qui étaient actifs, mais ce que nous voyons de plus en plus, c'est que l'État donc est en train de délivrer des autorisations pour permettre aux services, même non essentiels, d'opérer. Ce matin, par exemple, je voyais en ligne qu'il y avait des entreprises qui vendaient des frigos, des fours à micro-ondes, etc. Bien sûr en livraison à domicile, ou même des fast-food aussi qui commencent à opérer en mode livraison à domicile. Mais il est quand même important de se poser la question. Beaucoup de ces services non essentiels arrivent à avoir les autorisations parce qu'il y a un gros lobby du secteur privé afin de pousser le gouvernement à octroyer ces permis. Et l'octroi de ces permis est fait dans l'opacité la plus totale. Et ce faisant, il y a quand même les travailleurs de ces secteurs non essentiels qui sont devenus essentiels, qui ont dû reprendre le travail, donc qui
qui sont quand même en train de s'exposer à un moment où nous n'avons pas encore atteint le pic de notre épidémie. Donc, il est quand même important. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes sans doute qui sont contents parce qu'ils peuvent acheter des frigos ou qui peuvent se faire livrer de la malbouffe chez eux à domicile. Mais je pense, par exemple, j'ai une amie victime de violences domestiques, par exemple, qui m'a appelé il n'y a pas longtemps et qui me disait qu'elle voulait avoir un mandat de protection, mais que la Cour ne délivrait pas ce type de document pendant le confinement. Et là, c'est vraiment une politique de deux poids, deux mesures et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse se poser la question, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui est vraiment pas essentiel dans la dynamique actuelle? Et il est aussi intéressant de mentionner que les décisions de l'État, donc la coordination nationale en relation avec le Covid, se fait par un comité gouvernemental et, et ce comité ne laisse pas de place pour l'opposition parlementaire ni extra-parlementaire. Donc finalement, tout ce qui est plans sociaux, services essentiels, réponses sanitaires, etc. et se fait dans une dynamique qui est actuellement, qu'on peut qualifier d'antidémocratique. Même les journalistes qui assistent aux conférences de presse à travers une plateforme en ligne, ils posent des questions à l'écrit et donc les membres du comité gouvernemental a aussi le loisir de choisir de répondre à certaines questions ou d'éviter d'autres questions. Et le danger de cette dynamique, c'est que le Covid pourrait être utilisé comme excuse pour continuer cette façon antidémocratique de procéder. Par exemple, hier, je lisais les journaux où il y avait un article qui précisait que le budget national serait quand même présenté cette année, mais que les consultations prébudgétaires seraient perturbées. Donc ça aussi c'est quand même un processus très antidémocratique et il y a eu quand même une levée de bouclier assez importante par rapport à ça. Donc pour répondre à justement ce processus un peu totalement antidémocratique qui s'est mis sur pied, donc il y a eu une plateforme en ligne bien sûr qui s'est organisée, donc qui s'appelle les Conversations solidaires. Donc cette plateforme, sur cette plateforme, il y a donc les camarades de résistance alternative, il y a les syndicats du secteur privé, du secteur public, les associations de petits planteurs, les avocats, certains citoyens engagés. Donc, ce comité se rencontre sur une plateforme du type Zoom, mais en open source, et donc discute de la situation actuelle, des décisions du gouvernement, et propose régulièrement des recommandations au bureau du Premier ministre. Donc, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont déjà été faites par rapport au confinement, au déconfinement, aux formules de soutien social, etc., etc. Pour moi, pour changer un petit peu de registre, mais pas tout à fait. Donc, pour moi qui ai travaillé dans le domaine du VIH, il est intéressant de faire une petite parenthèse sur les vulnérabilités auxquelles peuvent faire face les personnes vivant avec le VIH. Donc, il a été rapporté que dans certains pays de la région, des services comme la distribution des traitements ARV, donc des médicaments que les personnes vivant avec le VIH utilisent. Donc cette distribution a été perturbée, voire stoppée avec le Covid. Dans certains pays, le traitement de substitution à la méthadone a été brutalement arrêté. À Maurice, par exemple, le programme de distribution de seringues aussi a été stoppé.
Et le problème, c'est que ces mesures mettent les personnes vivant avec le VIH dans une situation de vulnérabilité encore plus marquée. Euh, donc, je ne sais pas si ces services ont été stoppés à cause d'un manque de moyens, à cause d'un manque de volonté politique, mais force est de constater que ce sont des services essentiels qui ont été considérés comme non essentiels et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ben, ce sont les plus vulnérables qui sont souvent les oubliés du système et encore plus en temps de situation de crise comme celle du Covid actuellement. Autre chose aussi par rapport au VIH, donc contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, euh, une personne vivant avec le VIH n'a pas automatiquement un système immunitaire plus faible, donc n'est pas automatiquement plus vulnérable face au Covid. Si une personne qui vit avec le VIH suit son traitement, elle a une charge virale indétectable, donc cette personne peut avoir un système immunitaire aussi fort qu'une personne qui ne vit pas avec le VIH, par exemple. Cependant, il faut préciser que la prise de traitement est facilitée par les déterminants sociaux de la santé. C'est-à-dire une bonne intégration sociale, économique, un entourage familial, etc. Donc, les personnes vivant avec le VIH qui sont en rupture sociale ont moins de possibilités, de facilité pour prendre leur traitement comme il le faut. Donc, pourquoi est-ce que je mentionne cela? C'est parce qu'il y a aussi, on voit aussi une similitude avec la situation du Covid, d'une certaine façon, parce que pour être en bonne santé et bénéficier d'une situation sociale et économique stable change définitivement la donne. Parce que, par exemple, pour se protéger du Covid, il faut quand même en avoir les moyens, socialement, économiquement. Le confinement, du moins le respect du confinement, est quand même un luxe. Et il est, il est malheureux de réaliser qu'une fois de plus, ce sont les populations les plus vulnérables qui seront les plus exposées. Par exemple, les sans-abri, les personnes vivant dans des situations précaires, qui doivent sortir pour se procurer à manger tous les jours, les personnes vivant dans des instabilités financières, mais aussi sociales, dans des logements où des fois ils peuvent se retrouver à 10 dans une pièce ou en deux pièces. Et bien que ce soit dangereux, le fait que ces personnes ne respectent pas le confinement est tout à fait, à mes yeux, est tout à fait compréhensible. Donc, dans bien des cas, le Covid met en lumière des inégalités sociales qui étaient déjà existantes avant le Covid, mais qui sont aujourd'hui exacerbées par cette crise sanitaire. Par ailleurs, il est aussi bon de mentionner que pour les personnes vivant dans une zone de confort, la critique malheureusement est parfois un peu facile parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un toit sur sa tête, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un frigo rempli ou les placards remplis de denrées alimentaires. Et la compréhension et la solidarité est vraiment de mise dans une situation pareille. Ce qui m'amène à mon dernier point par rapport à cette visioconférence. Donc, c'est vraiment la façon dont l'épidémie a évolué dans les pays du Nord par rapport aux pays du Sud. Donc, lorsque le Covid a commencé à affecter les pays européens de manière conséquente, les mesures de confinement au début n'ont pas nécessairement été prises au sérieux par certaines personnes.
Ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des gens qui sortaient pour des activités récréatives, pour se prélasser dans les parcs, etc. Et, euh, et ça a causé une transmission exponentielle du Covid. Donc, certains aussi mettaient en avant leur besoin de liberté, etc., etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, certains avaient le luxe de pouvoir rester chez eux et se protéger, mais qu'ils ont fait le choix de sortir de chez eux pour des activités, somme toute, non essentielles. Et aujourd'hui, l'épidémie atteint les frontières des pays du Sud. Certains n'auront pas ce choix. Certes, l'Afrique n'est pas un monolithe. Il y a quand même différents niveaux sociaux dans différents pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, dans la région, il y a quand même un nombre important de personnes qui ne peut même pas avoir accès à de l'eau courante. Donc, il ne peut même pas se laver les mains, qui est quand même un geste basique de la prévention au Covid. Certains habitent dans des quartiers à très forte densité, là où la distanciation sociale n'est pas ou très peu possible. Et d'autres ne bénéficient pas forcément de soutiens sociaux de l'État et qui sont obligés de sortir quotidiennement pour essayer de se procurer de quoi se nourrir et nourrir leur famille. Donc, ce qui est dommage, c'est que ces personnes sont celles qui seront les plus exposées au Covid. Et ce sont ces personnes qui aussi n'auront peut-être pas les moyens de recevoir un traitement médical si jamais elles sont infectées par le virus du Covid euh, euh, 2019. Donc, pour moi, ça m'amène à la réflexion, c'est que s'il y a vraiment un service qui devient essentiel aujourd'hui, au-delà de plein de choses, c'est vraiment la solidarité internationale. Donc, je voudrais terminer sur ce point. Et juste pour dire aussi qu'on entend souvent des gens parler que voilà, nous sommes tous ensemble nous sommes tous dans le même bateau, etc., etc. Mais en fait, non, nous ne sommes pas tous ensemble dans le bateau. Certains sont sur des petites embarcations de fortune, certains sont sur des petites pirogues, d'autres sont dans des navires. Mais par contre, nous faisons tous face à la même tempête. Donc voilà, je voudrais terminer sur cette note et je vous remercie de votre écoute. Maintenant, il y aura donc pendant une petite demi-heure, j'ai parlé un peu longtemps, pendant une petite demi-heure, donc vous pourrez poser les questions sur la page sur la page Facebook de la gauche anticapitaliste et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc, il y a un commentaire qui me dit là, donc le premier commentaire que je vois. Donc, si on ferme tous les business, si ce n'est pas le virus qui va nous tuer, ça va être la crise économique. Il faut se calmer et réouvrir les business de manière qui soit en toute sécurité. Donc, ou sinon, il y aura aucune aide, le gouvernement ne pourra pas aider. Alors, oui, certes, ceci dit, il y a quand je faisais mon exposé un peu plus tôt, je faisais référence à des grosses entreprises qui bénéficient déjà des aides du gouvernement pour payer les salaires, qui ont aussi
des profits annuels par milliard. Donc la question c'est à quel point on est disposé à sortir un peu de notre zone de confort pour que les services qui soient vraiment essentiels soient ouverts et les services non essentiels, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas encore au pic de notre épidémie et que les personnes qui vont travailler dans les services non essentiels, ils doivent quand même s'exposer, prendre le bus, aller travailler dans des circonstances où la distanciation sociale n'est pas forcément facile. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire que si on peut se passer de certaines facilités et faire un effort pendant quelques semaines ou on ne sait pas combien de temps, il faut quand même savoir se remettre en question par rapport à nos demandes à nous. Et après, les business, de toute façon, pour le moment, bénéficient d'une aide conséquente de l'État. Et nous ne sommes pas encore à une étape où les business les gros business du moins, sont en faillite. Donc, donc il y a un autre commentaire qui dit il faudra canaliser la redistribution donc du Solidarity Fund, qui est dans les aides sociales, pour assurer un soutien raisonnable aux plus vulnérables. Donc, tout à fait, absolument. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas inscrits au registre social parce qu'ils ne répondent pas aux critères, parce que avant la crise du Covid, ils avaient une rentrée d'argent, certes quotidienne, mais ils avaient une rentrée d'argent. Et donc, ils ne bénéficient pas forcément des paniers alimentaires de l'État. Mais des informations que j'ai par rapport à des amis qui travaillent sur le terrain à travers les ONG. Il y a quand même beaucoup de solidarité, beaucoup d'ONG qui ont redistribué des paniers. Il y a quand même beaucoup de solidarité de la part des Mauriciens. Certes, il faudra une meilleure prise en charge au niveau de l'État, mais en attendant que ça se passe, on peut compter sur la solidarité des Mauriciens. Ceci dit, on ne sait pas pendant combien de temps on pourra compter dessus si les Mauriciens eux-mêmes commencent à avoir des difficultés par rapport à leur entrée d'argent. Mais définitivement, c'est quelque chose qu'il faudra voir si le confinement est appelé à durer. Donc, une question, quelle proportion de la population est sans logis ou précaire et survit au jour le jour? Bon, malheureusement, je n'ai pas ces chiffres, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être, qu'on peut obtenir, ou ce sont des informations qu'on peut faire passer à la gauche anticapitaliste après. Donc, j'ai une question. Oui, donc j'ai parlé des violences policières et de la police qui se filmait elle-même. Donc, la question c'est, la police n'est-elle pas inquiétée par la justice si les images vidéos sont diffusées? Donc, c'est clair qu'au début, la police n'était pas inquiétée parce que on voyait très bien que les vidéos étaient filmées par un groupe de personnes qui couraient ou qui tapaient. Donc forcément, les images étaient filmées par les policiers eux-mêmes. Ensuite, ça a commencé à faire un tollé. Heureusement, la force policière a pris les devants et euh, a quand même pris position contre les
les excès de zèle de certains membres de la force policière et il y a eu des policiers qui ont été interpellés. Ceci dit, lorsqu'il y a arrestation d'un membre de la force policière, c'est quand même la police qui juge la police. Donc, quelle suite il y aura je ne suis pas très sûre, mais ce qui est sûr, c'est que ça a stoppé cet élan où vraiment certains policiers se croyaient tout permis, jusqu'à même poster les vidéos sans même cacher les visages des policiers. Donc, voilà. Et finalement, c'est ça qui a fait que la violence policière s'est calmée. C'est parce que les gens vraiment se sont plaints. Il y a eu quand même une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Les journalistes, les différents acteurs sociaux ont pris position. Et ben finalement, les autorités ont elles-mêmes fait en sorte que ça se calme. Donc, y a-t-il souvent des épidémies dans le pays? Est-ce que les politiques d'austérité et d'ajustement structurel ont démoli le système de soins et de santé? Des épidémies, pas vraiment, hein. Enfin, à Maurice, du moins, on a pu arriver à bout du paludisme, heureusement. Lorsqu'il y a eu la crise du chikungunya, Maurice a été largement épargné, surtout par rapport à l'île de la Réunion à côté qui a été beaucoup plus impactée. Des fois, nous voyons une épidémie de dengue qui refait surface de temps en temps, mais bon, après, il y a eu l'épidémie du VIH, bien sûr, euh, qui a, qui a vraiment commencé à, il y a beaucoup plus de personnes qui ont commencé à être infectées au milieu des années 2000. Mais après, il y a eu un système de santé, des services qui ont été mis sur pied. Donc, il n'y a pas vraiment d'épidémie à proprement parler qui, du moins moi, de mon vécu, je n'en ai pas connu des épidémies, par exemple, qui ont mis le pays à genoux ou qui a vraiment impacté le système de santé. À moins que j'oublie quelque chose, mais non, à mon souvenir, non, non. Alors, une question intéressante. Beaucoup de personnes sont endettées. Est-ce que personne n'évoque la possible annulation des dettes privées ou publiques? Alors, à ce stade, ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu, du moins pas de la part des autorités. Pour le moment, il était question de moratoire et les entreprises du privé, donc où les gens achètent à crédit, je j'ai vérifié sur leur site web aujourd'hui s'il y avait un moratoire ou quoi. Je n'ai rien vu. Donc s'il y a quelque chose, en tout cas, euh, ils ne l'ont pas mentionné de manière à ce que ce soit visible sur le site web. Donc, à ce stade, non, ce serait quelque chose qui serait extrêmement intéressant de considérer dans un pays comme Maurice où beaucoup de personnes sont endettées. Mais à ce stade, il n'y a pas, du moins je n'ai pas entendu, du moins pas de la part du gouvernement, de mesures en ce sens. Maintenant, je sais qu'au niveau des conversations solidaires, il a été question de venir avec des propositions pour euh, pour aider les personnes, les individus.
au niveau de leurs dettes, etc., au niveau de leurs prêts bancaires. Ce document n'est pas encore prêt. Je suppose qu'il y aura des recommandations qui iront en ce sens, ou du moins pour une certaine tranche de la population, vraiment les personnes qui sont les plus démunies et qui seront vraiment affectées par pardon, la crise sociale en relation avec le Covid. Alors, un autre commentaire. Euh, il faut assurer la sécurité des travailleurs avant d'envisager une reprise des activités économiques. Il faut des équipements de protection et il ne faut pas brûler les étapes pour précipiter un déconfinement. Bon, je crois que c'est plus un, un commentaire qu'une question. Euh, voilà. Donc je crois que à ce stade, il n'y a plus de questions. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, ben voilà, ben je vous dirais merci d'avoir été là pendant près d'une heure, pendant 45 minutes. Et ben j'espère que d'avoir répondu aux questions, d'avoir pu répondre aux questions. Et je vous souhaite une, euh, une, euh, une bonne soirée. Et, euh, et voilà.